Bienvenue tout le monde. Dans ce nouvel interview, j'ai l'honneur d'inviter Frédéric Miotte-Duquet. Bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te regarder ou t'écouter, qui ne te connaissent pas encore? Je peux le faire. Donc, je m'appelle Frédéric Miotte-Duquet, je suis de la région de Besançon. Euh, Qu'est-ce que je fais? J'accompagne les personnes qui ont envie de trouver du sens, en tout cas de mettre du sens dans leur vie, de manière générale, pour euh, agir, hein, on va dire, comme un guide ou comme une personne ressource pour que chaque personne qui vient me voir puisse définir là où il veut aller et savoir que tout le long du chemin, il peut faire appel à quelqu'un qui a déjà parcouru, on va dire, beaucoup de chemins et très certainement le chemin qu'il parcourt, tout simplement. Oui, parce que quand tu parles de tu as parcouru beaucoup de chemins, ce que je sais, c'est que en plus, tu as plusieurs activités. Voilà, j'ai plusieurs activités. Alors, si on veut mettre des étiquettes, j'ai une activité d'architecte euh, qui est, on va dire, spécialisée plutôt dans tout ce qui est basse consommation énergétique. Donc ce mot-là n'est pas forcément un hasard, vous allez le voir après. Mais donc que ce soit du neuf ou dans de la rénovation, j'accompagne dans mettre du sens dans l'architecture aussi, pas juste dans des projets classiques, mais aussi à réfléchir avant tout sur quel est le projet de vie qu'on a et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va mettre derrière en termes d'objet architectural, mais surtout déjà ce qui se passe dans la vie, dans cette étape de vie, parce que ça correspond toujours à une étape. Puis la deuxième étiquette, c'est l'étiquette de, on va dire, d'accompagnant ou d'accompagnateur, de manière très globale, parce que ça passe depuis du thérapeute au coach, on va dire, ou à l'accompagnant du, de l'entrepreneur de manière générale. Voilà, avec énormément d'outils que j'ai pu tester dans ma vie, qui soient des outils pratico-pratiques dans la matière, aux outils les plus éthériques, en tout cas les plus subtils, qui peuvent être de la médiumnité, qui peuvent être du travail aussi sur l'énergie du bois, l'énergie de la cartomancie, voilà, le soin énergétique. C'est très très vaste et pour moi, ce ne sont juste que des portes d'entrée pour aller vers soi, un petit peu de la même manière que l'architecture, si tu veux, parce que c'est simplement un passage de vie et je suis là dans ces moments de passage et puis, ben, on va prendre une porte d'entrée. Ça peut être le soin, ça peut être l'architecture, ça peut être la compréhension de soi, ça peut être le coaching, ça peut être, pour moi, c'est juste la porte d'entrée qui change. Et je suis juste le vecteur qui va permettre le passage d'un état à un autre. Voilà. J'imagine, hein, peut-être que c'est faux, mais que ta première activité a été l'architecture. T'imagines bien. C'est Ouais. ça, j'ai une Et formation d'architecte. Je suis sorti de l'école d'architecture de Strasbourg en 99. Ça rajeunit pas. Et puis, j'ai pratiqué, et je pratique encore l'architecture. Donc, j'ai un petit peu les deux activités. Et j'ai démarré l'accompagnement, on va dire. Alors, je travaille sur cette thématique-là depuis l'année 2000. Et puis, j'ai commencé à accompagner des personnes depuis 2005-2006. Et j'ai créé une société spécifiquement pour ça en 2010. Voilà. Donc, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de l'architecture pour mettre un pied dans l'accompagnement? Parce que, enfin, c'est pas évident quand on est architecte, qu'on a ce travail qui est aussi, qui peut être reconnu. C'est quoi l'événement ou l'envie qu'il y a d'avoir une voie parallèle à côté et une Euh, deuxième corde à ton grand arc qui en a plein? le, le, l'accident de parcours qui fait que je me lance vraiment, c'est un.
c'est un accident qui arrive il y a ouais, un peu plus d'une dizaine d'années, où je reprends la société d'architecture de quelqu'un qui part à la retraite. Et puis, j'ai pas su m'entourer correctement. Et j'ai embauché quelqu'un qui était censé suivre des chantiers et euh, qui a été, on va dire, qui s'est présenté comme sachant. Et j'ai trop fait confiance. Et j'ai pas été le bon dirigeant d'entreprise qui va quand même vérifier les choses. Et il s'est avéré qu'en fait, il me racontait beaucoup de cracks. Et il m'a planté 3 chantiers d'un coup. Et sur ces 3 chantiers, il y avait le chantier de quelqu'un qui était un ami et qui s'est avéré devenir quelqu'un d'extrêmement blessé parce qu'il y a eu des problèmes sur son chantier. Et un homme blessé peut être très mauvais. Et il m'a moralement et mentalement complètement détruit jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et ben, quand il a fallu reconstruire les choses, j'ai essayé de les reconstruire différemment avec les outils que j'avais déjà pour moi. Donc j'avais déjà fait pas mal de travail sur moi et ça ne m'a pas empêché de faire un burn-out parce que j'ai pas su trouver ni les mots ni la gestion des émotions qu'il fallait à ce moment-là. Et j'ai eu besoin de passer par ce chemin-là pour comprendre encore plus profondément qui je suis, pour comprendre ma sensibilité, pour comprendre toute la richesse que je pouvais avoir en moi et qu'à un moment donné, il fallait que j'accepte tout ça et que je reconnaisse cet immense pouvoir qui existe en moi, mais qui existe en nous tous. Hein, mais pour moi, ça a été mon chemin et je ne remercierai jamais assez cette personne qui a été pour moi un déclencheur d'aller dans mes profondeurs. Et ça a été quelque chose d'extrêmement destructeur. Pour moi, c'était quelque chose de très, très dur parce il a fallu que j'aille pleurer longuement, de longues heures, et que je tombe vraiment très, très bas. Le facteur qui a fait que je remonte à un moment donné, ça a été les antidépresseurs, où j'ai pris 2 cachets et j'ai été malade comme jamais dans ma vie. Où mon corps a dû me dire à ce moment-là, mais tu crois pas que tu peux t'en sortir autrement? Et je pense que c'est la pire expérience de ma vie, de tous les psychotropes que j'ai pu prendre. Et je Parce que crois que c'est le on n'a pas compris, un antidépresseur, c'est pas pour lutter contre la dépression, c'est pour te faire comprendre qu'il faut vraiment que tu arrêtes parce que sinon on va te donner ça. ça. Pour moi, ça a été exactement ça, mais vraiment. Et je te dis, je dis j'en ai pris 2, mais je suis pas sûr d'en avoir pris 2. Je sais pas si j'en ai pas pris qu'un. Mais enfin bref, c'est pas grave. Et pour moi, ça a été le facteur déclencheur de dire, bah, ok, tu supportes pas ça, c'est qu'il va falloir que tu ailles trouver les ressources en toi pour remonter la pente et puis reconstruire autre chose. Et ça a été une reconstruction qui a été magique et qui a été vraiment pour moi une éclosion de ce que je suis aujourd'hui. Et sans cette étape-là, je ne pense pas que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Voilà, donc c'est ça qui indirectement a donné naissance à cette envie de dire, ben, ce que tu as au fond de toi, peut-être que tu l'as suffisamment traversé, tu l'as suffisamment transformé pour pouvoir le partager. Donc de là sont nés des outils. Au début, ça a beaucoup été des outils. De dire, ben, une fois que j'ai remonté suffisamment de marche, je me suis dit, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec les élixirs. Ça a été ma première approche. Euh, qui faisait des élixirs sur mesure, c'est-à-dire elle avait ses bases de produits, donc c'était des élixirs floraux. Je crois qu'essentiellement, il ne devait pas y avoir d'autres choses. Donc, qui faisait en fonction de ta vibration à un moment donné. Tu allais la voir, elle te donnait avec son pendule, elle disait voilà, t'en es là, t'en es là.
Et c'était extrêmement frustrant parce que c'est quelqu'un ce qu'on appelle un taiseux, une taiseuse en l'occurrence. Elle parlait pas beaucoup, elle nous donnait simplement un petit papier où ça résumait les choses. Et moi, à chaque fois que j'allais, j'étais frustré. Et au bout de 5, 6 fois, je suis allé la voir. Je suis sorti avec ma petite fiole. Puis tout d'un coup, j'ai regardé la fiole, puis j'ai dit, mais je sais faire ça. Et ça a été pour moi la première grande révélation. C'est de sortir en sentant tout d'un coup que ce qu'elle faisait, c'était complètement à ma portée. C'est comme si j'avais intégré quelque chose d'un coup où ça, je savais faire. Et ça a été quelque chose d'extrêmement fondateur pour tout ce que j'ai fait après, parce que euh, ça a été une phase où je suis allé à la rencontre de mon pouvoir. En tout cas, de là où il y a des choses qui sont naturelles. C'est comme si dans cette phase-là, qui a duré 5-6 ans, j'étais allé piocher dans moi, mais dans toutes les vies que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai su faire. C'est comme si, et il m'a fallu beaucoup de temps, parce que j'ai pas compris tout de suite qu'en fait, j'étais capable de faire tout. Mais il m'a fallu l'expérimenter sur plein d'autres choses pour pouvoir dire, bah, en fait, t'es pas obligé à chaque fois de retester pour te prouver finalement que tu es capable de le faire. Donc il y a eu cette plage-là où j'ai créé plein de choses. Donc ça a été des élixirs, ça a été un jeu de développement perso, ça a été, une fois que le jeu a été sorti, il y en a eu 5, 6, 7 autres que j'ai jamais vraiment utilisés, mais j'ai découvert la magie du jeu, donc j'ai expérimenté plein de jeux. Puis après, il y a une autre phase, une étape supplémentaire de faire fabriquer des objets que j'avais créés. Donc j'ai créé des plaquettes en bois avec de l'énergie de chaque essence d'arbre qui vient travailler un peu sur le même principe que les pierres. Enfin bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'était vraiment une sorte de reconnexion à moi, à la nature, à une sorte de tout, jusqu'à me rendre compte que en fait, ça servait pas à grand-chose. Et que ce que les gens venaient chercher, c'était pas l'outil, mais c'était ce que je pouvais leur apporter à travers l'outil et de me rendre compte que ma ressource première était ce que je suis, et pas en toute simplicité, mais pas un objet, pas une solution, pas une lecture magique, mais finalement, au-delà de la lecture magique, c'était moi en tant que miroir de ce que eux sont et de ce que je peux leur montrer d'eux, tout simplement. Et ça a été pour moi une étape importante qui a eu lieu il y a 3-4 ans, de vraiment prendre conscience que en fait, j'avais plus vraiment besoin d'outils. En fait, surtout, j'en ressentais plus l'envie ni le besoin. C'est comme si ça m'amusait plus, si tu veux, qu'à un moment donné, tu dis, bon, bah, on va passer aux choses sérieuses et puis on va arrêter de bricoler avec des trucs qui marchent pas, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, ça se vendait pas, hein. J'ai fait produire le jeu à 250 exemplaires il y a 6 ans, il m'en reste encore 100 exemplaires. Donc, on ne peut pas dire que ça a été un succès commercial extraordinaire. Mais voilà, en tout cas, j'ai appris énormément de choses sur moi, sur qui je suis, sur mon incapacité à vendre du produit, en tout cas. Par contre, mon, on va dire, mon génie à créer, mon kiff à faire ce genre de choses qui finalement est très proche de mon métier d'origine, qui est l'architecture, où on a une image de l'architecture, l'architecte crée tout le temps, mais il crée 5% de son temps à peu près. Mais c'est ce moment qui est magique aussi, c'est cette création où d'un coup, avec tout ce qu'on a engrammé de l'extérieur, tout ce qu'on a compris du client, tout ce qu'on a compris du lieu, tout ce qu'on a compris de ce qui se passe autour, on inspire un grand coup, puis tout d'un coup, quand on souffle, eh ben, il y a tout qui se diffuse sur le papier, ça devient comme une sorte de magie qui nous dépasse. Et ben, je retrouvais exactement cette même vibration dans la création des objets que j'ai pu faire en développement perso, qui était une sorte de magie,
que finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que je n'avais plus vraiment suffisamment dans l'archi et que j'ai recréé et j'ai retransposé ailleurs pour, pour me nourrir, pour nourrir cette envie de création, ce besoin de création, tout simplement. Voilà un petit Mm. peu, si tu veux, mon parcours. Et aujourd'hui, comment je me considère? Je me considère comme un miroir autant qu'un tuyau, si tu veux. Et mon rôle, il est simplement mais peut-être pas un miroir. Pour moi, je suis un miroir particulier, c'est-à-dire que je suis un miroir filtrant. Ma façon de travailler, elle est de renvoyer la belle image de la personne qui est en face. Et je me suis rendu compte dans ma pratique assez récemment que alors, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont voir la problématique, qui vont voir le nœud pour le dénouer, et je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et je fonctionne vraiment en disant, ben, voilà ce que je vois de beau de ton âme, voilà ce que je vois de beau dans tes capacités, voilà ce que je vois de beau dans ta matière, et voilà ce que je vois de beau aussi dans toutes tes vies antérieures, et ce sur quoi tu peux t'appuyer pour vraiment grandir. Alors, je me rends compte aussi que j'ai des gens qui ont déjà fait pas mal de travail dans la pratique, en tout cas qui ont une conscience déjà un petit peu révélée. Donc, ce travail d'aller dénouer les nœuds, il est souvent déjà entamé. Donc, finalement, il reste quelque part plus qu'à donner la lumière qui est là en haut sur le côté, allez, qui brille, et dire, bah, tu vois, c'est là que tu vas. Donc, tes, tes forces, elles sont là. Parce que notre système franco-français, il est tout le temps de dire, bah, ça, tu fais pas bien, ça, faut que tu améliores, ça, faut que tu changes, ça va pas, ça, c'est... Mais à aucun moment dans la vie, euh, le système, il dit, ah, là, tu es super bon. Là, va falloir que tu utilises ça. Regarde, si tu l'utilises dans cette partie-là où tu n'es pas top, regarde comment ça va changer les trucs. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Je regardais les cahiers de mes gamins il n'y a pas très longtemps. L'évaluation, ben, dans l'évaluation, il y a des trucs qu'il n'a pas fait parce que c'est les niveaux d'après. Il sait faire. Mais la maîtresse lui a dit, tu fais pas. Ah, c'est super valorisant, ça. Tu fais pas parce que c'est pas ton niveau. Mais oui, mais je sais faire. Oui, mais tu fais pas quand même. Bon, ben d'accord. Mais comment peut-on tirer les gens vers le haut? Moi, je suis vraiment adepte, pas forcément euh, de l'élitisme, mais du fait de dire, si tu peux aller plus haut, mais vas-y. Et tu vas pas prendre la place à quelqu'un et tu vas pas euh, pour autant ni dénigrer ni faire de l'ombre à qui que ce soit, mais brille. Voilà. C'est un peu ma façon de Mm. fonctionner, de voir les choses. Tu, pardon. Tu emmènes justement les gens à finalement à retrouver leur unicité. C'est comme si ce que j'entends là, c'est une fois qu'ils ont traversé les voiles qui les empêchaient finalement de rayonner, tu les emmènes à se connecter à leur vibration qui est propre et à la faire rayonner, à se développer, quoi. C'est vraiment ça. Je vais C'est dire vraiment plutôt ça. dans la deuxième étape, quoi. On est plutôt dans la deuxième étape. euh, et pour moi, il y a vraiment ce travail qui est assez intéressant de passer aussi par des étapes où comprendre qu'on travaille avec différents cycles et que au début, on travaille avec des cycles relativement larges de 7, 9. Et puis progressivement, plus on apprend, plus on comprend sur soi, plus les cycles ils vont se réduire jusqu'à vraiment trouver effectivement cette unicité en soi. Et c'est vraiment quelque chose de super chouette parce que euh, ça vient apporter énormément de paix et comment je pourrais dire, d'accomplissement. C'est vraiment le mot qui est vraiment juste. Il y a une sorte de... Si je pouvais donner une image, c'est comme quand tu joues aux chaises musicales. Et il y a une chaise de moins, donc tout le monde bouge.
Et tout le monde va chercher sa place. Et au fur et à mesure que ça se réduit, finalement, il y a un peu moins de mouvement parce qu'il y a moins de monde, donc il y a moins d'agitation. Et puis, à la fin, ben, quand il en reste qu'un, il se pose et il y a une sorte de moment de magie parce que même s'il a gagné, même s'il y a l'excitation, on se dit, ben, il est là et il a sa juste place. Et c'est vraiment ce travail-là euh, que j'accomplis avec mes clients, on va dire, de retrouver cette part qui est déjà là. Hein. C'est pas un travail d'aller le chercher à l'extérieur. C'est souvent ça l'erreur. Mais c'est d'aller rechercher à l'intérieur ce un qui fait tout, en fait. Et qui fait corps avec soi et qui fait qu'à un moment donné, quand on est posé sur la chaise, waouh, on respire. Hmm. Euh, moi, j'aime bien parce que c'est un peu moi ça qui me fait vibrer aussi d'amener les gens à trouver leur unicité. Et moi, ce que j'aime bien justement chez toi, c'est un peu j'allais dire cette folie douce, parce que j'ai l'impression que quand on est, quand on trouve son unicité, eh bien, justement, on est unique et authentique, et il y a ce que l'on dégage ou ce que l'on rayonne ne correspond à aucun moule Mm. que ce que les gens autour peuvent connaître. Et c'est là où je parle de folie douce, parce que je sais que toi, tu vibres justement cette unicité et que le regard des autres, c'est pas important tant que toi, ça t'amuse. Et justement, comment tu vois tu vois, ce parallèle entre trouver notre unicité et peut-être la folie? Parce que pour moi, la folie, c'est quelque chose quand qui on est et ce qu'on vibre dépasse la raison et le regard de l'autre, quoi. C'est qu'en fait, on, Euh, on n'est plus que qui on est, quelles que soient les conséquences finalement. Et ça peut paraître bizarre aux autres. ouais. Oui, c'est très clair. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu ce matin. J'avais une réunion avec d'autres archis, puis on a covoituré, puis sur le retour, je discutais avec une des nénettes qui a fait une formation après archi, qui est l'école de Chaillot, qui permet d'avoir une spécialité sur les monuments historiques. Et c'est une école qui est très reconnue, qui est très réputée et qui est très difficile. Et je lui ai demandé qu'elle m'en parle un petit peu, parce que je connaissais juste de réputation, mais je connaissais personne qui avait vraiment vécu le truc. Et en même temps, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours plus ou moins attiré ce travail avec les vieilles pierres. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que tu ferais pas cette formation-là, qui est une formation qui dure 2 ans, où pendant 2 ans, grosso modo, il n'y a plus de vie, parce qu'il y a tellement de boulot et c'est tellement exigeant qu'il ne se passe plus rien autour. Et donc, elle m'a parlé de ce truc, et au fur et à mesure qu'elle m'en parlait, je rentrais dans le truc et je me sentais rentrer dans ce moule-là. Et à un moment donné, j'ai presque failli dire, mais stop, arrête de m'en parler. Ça m'écrasait tellement et ça m'oppressait tellement que je dis, mais c'est pas possible qu'on puisse aller vivre un truc pareil où on accepte de s'automutiler dans une contrition pareille de d'obligation d'apprendre, de résultats, de plus de vie à l'extérieur, et que tout le monde accepte plus ou moins ce fait-là, et de me dire, et à un moment donné, je me suis dit, non mais pourquoi tu as même eu l'idée un jour de faire Chaillot? Et là, dans ces moments-là, euh, si tu veux, je me rends compte à quel point le travail que j'ai fait me, me rend libre et vient révéler justement cette folie dont tu parles, cette folie douce. Parce que j'ai découvert à quel point je ne peux pas rentrer dans une case. D'accord? Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent rentrer dans cette case-là et pour qui Chaillot ne posera aucun problème. Et je pense que c'est très bien. Mais en fait, j'ai trouvé ma magie et ma force justement dans ma liberté d'être et ma liberté d'être pour moi et pas pour l'autre. Et c'est là où intervient la folie douce quelque part. C'est que à partir du moment où ce que je fais me rend libre, me rend heureux,
si l'autre est gêné par moi, c'est pas grave. Dans une seule mesure, c'est que s'il est gêné parce que ça vient réveiller quelque chose chez lui, pour moi, c'est pas grave. Par contre, s'il est gêné parce que ça empiète sur lui, là, je dépasse ce qui est juste. Donc, il y a toujours, pour moi, ce curseur qui est pas forcément évident à trouver parce que aujourd'hui, on rencontre beaucoup de monde dans le développement perso qui dit, bon, ben, j'ai compris que c'est moi l'important et qui arrive dans un extrême où si moi je suis important, je ne respecte plus l'autre. Et ça me gêne énormément. Parce que pour moi, on est plus dans soi, on est dans l'égoïsme. Et ça, c'est une limite qui est toujours extrêmement délicate. Et je dirais, c'est vraiment la limite entre le ciel et la terre, quelque part. C'est-à-dire que, OK, moi, je viens du ciel, moi, je suis divin, je viens révéler qui je suis, mais je viens le révéler dans la terre avec mes congénères, avec en premier ma femme et mes enfants. Et ça veut dire que tout le respect que j'ai pour moi, je dois l'avoir pour ceux qui m'entourent et ceux qui me sont proches. Et donc, ce respect-là, il est effectivement à un moment donné de ma vie à le retourner vers moi pour me respecter pleinement, sans oublier tout ce que j'ai reçu de mes parents, de mon éducation personnelle, qui est de dire aussi, OK, apprends à respecter l'autre. Certes, ils m'ont pas appris à me respecter moi, ils m'ont appris à respecter l'autre. Et je les en remercie parce que c'est pour moi aussi important. Je ne veux pas dire que c'est plus important, mais c'est des choses que je mets à égal niveau et à égale valeur, et qui sont pour moi aussi importants l'un que l'autre. Parce Mm. que sinon, on ne peut plus vivre euh, dans une société. Il faut aller vivre au fond des bois. C'est ce que je pense. Et comme je suis pas prêt, voilà. Et j'ai choisi d'avoir une femme et des enfants. Je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai choisi. Et donc, je leur dois aussi le respect, dans Mm. le respect de qui je suis. Ah, je disais que j'aimais bien ta folie parce que j'aime bien aussi. On peut peut-être parler des kangourous, juste pour l'anecdote. Alors, les kangourous, oui, en fait, j'ai tellement de mal à rentrer dans des cases que des fois, les cases, c'est pas grand-chose pour moi. Et des fois, une case, c'est simplement un mot. D'accord? Donc, moi, je sais pas, je dois faire en ce moment une aversion à l'anglais ou je ne sais pas quoi, ou en tout cas à l'anglicisme, à l'utilisation du terme anglais pour faire plus in. Et donc, masterclass, j'ai bugué dessus. Et je trouve que tout ce que je vois passer de gens qui disent, ouais, je vais faire une masterclass, en fait, mon cerveau n'arrivait même pas à mettre un concept derrière le mot masterclass. Donc, il a fallu que je décompose le mot pour me dire, mais c'est quoi mais si vous voulez, mentalement, j'étais même incapable de mettre ce qui se passait derrière le mot masterclass, tellement je faisais un rejet. Donc, j'ai dit, bon, ben, OK, il se passe quoi? J'en ai regardé plusieurs, je dis, oui, bon, c'est le même. Et ça me parlait toujours pas. Donc, j'ai dit, ben, comment tu fais pour déverrouiller les choses quand toi, ça va pas? Et ben, quand moi, ça va pas, pour déverrouiller les trucs, il faut que je joue. Ben là, j'ai joué avec le mot masterclass. Et pour moi, le mot master, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est les Renault Master, vous savez, comme les trafics, là, les camionnettes. Donc, j'ai dit, ben, les masters, ok, moi, je préfère les Kangoo. Moi, j'ai dit Kangoo. Puis classe, j'ai dit, bon, classe, pas classe, la salle de classe, room. Je dis, ah, Kangoo room, ouais, trop bien, ça sonne bien. Et au moment où j'ai dit ce mot, il y a comme 200 connexions qui se sont faites sur le truc. Et j'ai dit, waouh, en fait, je vais faire une kangourou, mais ça va être génial. Mais si tu veux, c'est que dans ma tête, en fait, que tout a été déverrouillé parce que j'ai mobilisé ce que j'appelle ma magie.
ma folie, bah, tu t'appelles ça comme tu veux, mon délire, j'ai pris mon cachet. Et puis, en fait, ça a libéré pour moi. Et donc, du coup, bah, ça s'appelle des kangourous aujourd'hui. Et c'est très rigolo parce que tout à l'heure, au début, tu m'as dit le mot masterclass, quand j'ai commencé à vous en parler, en fait, pour moi, se sont mis les bonnes choses dans les bonnes cases. Donc aujourd'hui, pour moi, une masterclass, ça me parle. Mais parce qu'il m'a fallu passer par ma propre folie pour déverrouiller le truc. Et, Mm. et je m'éclate en fait là-dedans parce que je suis resté dans le mot kangourou, mais dans la magie du kangourou. Et je continue à transmettre comme ça ce que j'ai envie de transmettre, tout simplement parce que c'est cool et que pour moi, ça n'a pas le côté euh, finalement boîte de la masterclass. Et c'est cool. Et puis, mais c'est intéressant parce que rien que dans le mot, déjà, enfin, moi, ça me donne le sourire quand j'entends le mot kangourou. Moi, je suis mort de rire. Donc, c'est clair que ça crée quelque chose. Mais moi, je sais qu'après, tu es aussi enfin, tu viens de le nommer, mais tu es dans la notion justement de t'amuser, de jeu. Mm. Et, et je sais ô combien que enfin, pour trouver sa vibration et pour rayonner sa vibration, il faut être dans le jeu. Parce que si on s'amuse pas et qu'on force les choses, automatiquement, entre guillemets, ça devient du travail, ça devient quelque Ouais. chose de forcé, de triste. Mm. Et, euh, et c'est toute la notion justement d'être à sa place, il faut jouer avec la vie, quoi. Ouais. Alors après, je ne sais pas s'il faut jouer, parce qu'il y a des personnes chez qui ça engendre plus d'angoisse que d'autres. Elles sont pas très nombreuses, mais il y en a. En tout cas, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est assez magique, et je m'en rends compte chaque fois que je le fais avec mes patients, mes clients, mais je ne sais pas quoi, les personnes que j'accompagne. Euh, Ce que je trouve magique, c'est quand on commence à jouer et qu'on se prend au jeu, on oublie la raison pour laquelle on joue. Et donc, du coup, il y a ce phénomène de lâcher la question de départ et d'obtenir tout d'un coup une réponse qui vient nous sauter aux yeux et qui va vraiment rentrer profondément parce que justement, on a lâché le mental parce qu'on était dans le jeu. Et je trouve cet effet vraiment absolument magique parce que c'est un outil transformationnel qui est fabuleux. Et moi, je l'utilise énormément. J'utilise plein de jeux différents. Je fais jouer au Lego, je fais jouer aux cartes, je fais aller dans la forêt. Après, je fais dessiner aussi. C'est une forme de jeu, c'est une forme de. Mais j'utilise aussi tout ce qui est manuel, tout ce qui est kinesthésique. En fait, tout ce qui va ramener à l'état d'enfant finalement. De l'enfant qui réfléchit pas et qui, qui se laisse aller, qui permet de venir connecter avec des choses qu'on a oubliées et qui réveille comment je pourrais dire ça? C'est pas notre magie, mais c'est j'ai le mot crédulité qui vient, mais c'est pas crédulité, c'est Une sorte de naïveté d'enfant, de voilà, vie. merci. C'est le mot naïveté, c'est-à-dire l'état où on est curieux de tout, heureux de tout, enthousiaste de tout, et que tout est cadeau. Ce qui me vient quand tu parles de retrouver un peu, alors je vais vulgairement dire son enfant intérieur. Alors, je sais que c'est pas tout à fait ça, mais Mm. parce que c'est comme si c'était retrouver le lien du vivant avec la source. Parce que quand les enfants ils naissent au monde, ils ont cet état de Mm. spontanéité vivante, Ouais, sans jugement, sans mental, que chaque expérience est bonne et qui sont là pour jouer. J'ai l'impression que quand on grandit après en tant qu'adulte, on doit se construire, il faut devenir faire quelque sérieux, chose. il faut se relier à des égrégores, et d'un Ouais, coup, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a des voiles qui se mettent sur notre connexion à la source et on perd en tant qu'être humain, on perd cette connexion à la joie, à la vie, à la lumière, ouais. et que finalement, d'enlever le voile, ça nous ramène à ça, quoi, à cet état finalement lumineux qui est joyeux, spontané, authentique.
Ben, c'est vraiment ça, en fait. Toutes les couches qu'on nous a appris à mettre, on apprend à être capable de les enlever. Ça ne veut pas dire les enlever en permanence. D'accord? Le but du jeu n'est pas d'arriver au syndrome de la tourette. La désinhibition complète, c'est pas tout à fait, pas tout à fait l'objectif. Mais en tout cas, de pouvoir choisir les moments où j'enlève le voile parce que j'en ai besoin, et aussi d'enlever suffisamment de voile pour retrouver un plaisir intérieur, une joie intérieure dans ce qu'on fait, comme le fait un enfant. Mais pour moi, j'estime qu'il faut faire attention quand même parce que on dit souvent oui, l'enfant il arrive effectivement avec cette naïveté, mais il n'arrive pas avec ça. Il arrive aussi avec d'autres choses. Donc le but du jeu n'est pas de se replonger totalement dans cette condition d'enfant, mais d'aller chercher ce dont on a besoin et ce qui nous intéresse dans cette phase-là, dans cette vie-là. Voilà. Et pour moi, c'est assez important quand même. Parce qu'on arrive avec un package complet et pas qu'avec des belles choses. Et certains arrivent avec des choses un peu plus euh, intenses à venir transformer. Hmm. Voilà. Et c'est comme si finalement c'était plutôt une ressource à retrouver avec laquelle on vient. Et souvent, quand on arrive, on voit les valises qu'on traîne, Ouais. les petits bagages karmiques qu'on a pris avant de descendre, là, hop. Ouais. Allez, hop, Et cadeau. puis, ouais, et puis en tant qu'être, on peut oublier que on a un potentiel ressource et une connexion finalement. Oui, c'est pas de retourner dans cet état d'enfant, mais c'est d'utiliser cet état comme un moteur, quoi, comme un moteur de. Exactement ça. C'est de prendre d'utiliser le bon bagage karmique pour transformer le bagage karmique un peu lourd. Voilà. Et, et, et c'est ça que je regrette finalement chez beaucoup de thérapeutes, c'est que de base, tu as un problème. Donc on va aller fouiller le problème, on va aller chercher le problème dans le passé, et puis on va réparer ton karma. Pardon. Mais ton karma, il n'est pas réparé. Ce que tu as vécu, tu l'as vécu. Tu vas juste faire la paix dans le présent. Puis tu vas utiliser ton bon bagage avec lequel tu es venu. Et puis tu vas transformer dans cette vie-là, dans ce présent-là. Et ok, peut-être qu'à un moment donné, tu auras besoin de retourner dans le passé pour comprendre, parce que ça va t'apporter une clé de compréhension. Mais pour moi, c'est pas. Voilà. C'est magique, bien sûr, c'est chouette de pouvoir aller revivre, comprendre, mais c'est tellement plus beau de se dire, ah yes, je l'ai transformé dans le présent là tout de suite parce que j'ai compris ce qui s'était passé, que ça fait 3 vies que ça se reproduit, donc je suis quand même en mesure de faire mieux. En fait, ça me fait penser à des escape games, tu sais. Ouais. Putain, ça fait 3 vies que je suis dans la pièce, là. Il serait peut-être temps que je trouve la Ça fait sortie. 3 fois que je me fais buter avant de sortir. Non, mais là, cette fois, je vais m'en sortir. Hein. Et puis, tu sais, c'est game over. Allez, la partie recommence, t'as remis une pièce. Ah non, encore. Ah, c'est qui le con qui a remis une pièce? Ouais, Hmm. voilà. Hmm. Et, euh, et Frédéric, et toi, personnellement, Oui. tu en es où en ce moment dans ta vie? Dans ma vie, euh, j'en suis à comprendre, accepter, expérimenter la patience à travers l'éducation de mes enfants. Je pense que c'est un des deux chemins que j'ai à vivre. Euh, je dirais, je le vois d'autant mieux que entre mon premier garçon qui a 16 ans et mon deuxième garçon qui a 9 ans, il s'est passé 8 ans, donc l'éducation s'étire en longueur et vient vraiment me faire expérimenter
ma capacité à transmettre en continuant à être patient et aimant. Parce que je crois que ce que je suis venu vivre, c'est de comprendre que certes, j'ai une connexion assez fluide avec tout ce qui est du domaine du sensible, mais que je suis venu m'incarner. Et que s'incarner, ça veut dire accepter la lenteur de la Terre. Et pour autant, ça ne veut pas dire oublier ce qui se passe au-dessus, mais de faire le lien en permanence. Et dans l'éducation des enfants, quand on a des enfants qui sont rapprochés, cette éducation-là, grosso modo, elle va durer en 10-12 ans. Le temps que les premiers arrivent à 10 ans, le gros du travail est fait, celui qui arrive derrière, allez, voilà, grosse maille, 12-14 ans. Allez, je te vois sourire, apporter une petite nuance. Oui, je dirais Là, que oui. jusqu'à qu'ils partent de la maison, en fait, ça, Oui, mais je dirais que le, le dur, la période 0, 7, 8 ans, là où il faut vraiment poser les limites de manière systématique et de manière extrêmement alignée, cette phase-là qui demande vraiment le plus de patience, c'est celle avec laquelle j'ai un petit peu du mal. Donc, tu vois, le fait d'avoir eu un premier et que ceux d'après arrivent vraiment plus loin, vient vraiment me faire expérimenter ça et euh, vient vraiment me chatouiller au niveau de ma patience et de ma capacité à continuer à respirer la paix à travers ça. Et puis l'autre chose que, que j'expérimente vraiment et qui est cette fois en ce moment, mais de manière, je dirais, plus globale, c'est vraiment ce que je viens de te dire, cette capacité à aller chercher l'information de manière subtile et de la ramener dans la matière pour moi et pour l'autre. Et vraiment de faire ce lien entre le spirituel et le matériel pour apporter du sens, pour apporter plus de paix, plus de sérénité dans ce que je suis, plus de compréhension, je dirais plus de densité dans ce que je fais et dans ce que je peux apporter. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, d'accepter ça, d'accepter cette lenteur et d'aller chercher la rapidité dans d'autres dimensions pour continuer à me nourrir et d'arriver à trouver cet équilibre dans ce que je vis pour l'instant. Et ça passe notamment par l'acceptation de mon masculin que j'ai pendant très longtemps, comment je pourrais dire, nié, mis de côté ou évité. On peut utiliser les trois mots en même temps. Mais cette, pour moi, le féminin va plus vite. Donc, je me suis déjà toujours retrouvé dans cette sensibilité féminine. Et en expérimentant vraiment la matière et la terre, je reviens vraiment à mon masculin et l'acceptation de la puissance qu'il peut avoir et qui peut être mise au service de cette énergie extrêmement sensible et subtile. Et que ça, c'est aussi possible et que ça fait partie de mon chemin. Et que si je me suis incarné en homme, ben, c'est pas pour rien. Voilà. C'est comme ça. Hmm. Tu as deux garçons, c'est ça, hein? J'ai trois garçons. Trois garçons. J'ai un garçon de 16 ans, j'ai un garçon de 9 ans, de 17, pardon, de 9 ans, un deuxième de 9 ans et le troisième à 6 ans. Donc Ok. trois garçons. Si j'ai des garçons, c'est peut-être pas totalement un hasard non plus de travailler Oui. cette condition d'homme et de transmission de ce qu'est un homme à mes garçons. Voilà. Hmm. Et justement, enfin,
tu me devances, hein. C'est ce que j'allais te poser comme question, c'est eh ben, comment tu vis justement le fait d'avoir trois garçons et qu'est-ce que ça vient faire chez toi? Tu vois, le côté père et transmission, qu'est-ce que ça C'est vient un, challenger? Qu'est-ce que ça vient toucher? c'est un gros challenge pour moi parce que mon histoire fait que mon père a été très absent dans mon éducation. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. Mon père était prof, euh, une famille très bien, avec des valeurs catholiques, on va dire, et dans ce qu'on pourrait appeler comme une famille modèle à peu près, euh, où j'ai jamais trop entendu un mot plus haut que l'autre à la maison et que tout se passait en apparence plutôt bien. Mais mon père a, je pense, eu une éducation, une enfance particulièrement difficile. Ils étaient une famille de 11 enfants, pas particulièrement acceptés. Donc, très jeune, parti vivre chez des tantes, chez des oncles, puis mis en pension, puis à l'autre bout de la France, alors que, voilà, dans des enseignements catholiques pour être élevé pour devenir prêtre. Donc, je pense qu'il y a eu une histoire de rejet particulièrement douloureuse pour lui, où lui n'a jamais su prendre sa place et trouver sa place, ni auprès de ses parents, ni auprès de sa fratrie, parce que je le soupçonne d'être hypersensible aussi, et dans une famille de paysans rustres et rustos, il n'a jamais su trouver sa place. Et donc, du coup, il n'a jamais su non plus trouver sa place avec nous. Et sa place a toujours été une fuite dans le travail, et il était pas présent. Alors après, je lui en ai longtemps voulu, je lui en veux plus parce que j'ai compris aussi ce qu'il a vécu, j'ai compris sa difficulté à lui de prendre sa place dans sa vie. Et quand on ne prend pas sa propre place, c'est très difficile de montrer une place quelconque à l'autre. Et pour lui, ça a été simplement de la fuite. Et voilà. Donc aujourd'hui, moi, mon challenge, il est sans repère, quelque part, d'aller créer mes propres repères pour moi et d'essayer de trouver ce juste milieu où j'ai l'impression d'être dans une expérience permanente, de dire, bah là, je me sens juste par rapport à moi, je me sens juste par rapport à ce que je voudrais, je me sens juste par rapport à ce que j'aurais aimé si j'avais été enfant, je me sens juste par rapport à mon autorité de père, je me sens juste par rapport à mon besoin de ne pas être envahi non plus. Je me sens juste par rapport à ma place, et puis j'ai l'impression de me casser la gueule en permanence. Mais j'ai l'impression aussi d'apprendre en permanence et de me dire, ben, ok, encore hier soir, je vais vous parler d'une petite anecdote. Le grand donc n'est plus à la maison, les deux petits sont là, et euh, il y a un lieu qui s'appelle la salle de bain, où à partir du moment où il rentre dans cette salle de bain, il y a une explosion de tout ce qui pourrait se passer dans une salle de bain. C'est un phénomène assez incompréhensible. Mais là où se brosser les dents, se mettre en pyjama, prend normalement à peu près entre 5 et 7 minutes, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Et jusqu'à se taper dessus, parce que c'est des gamins, c'est des gosses, et puis ils jouent, et puis à un moment donné, ben, ils sont dans la confrontation et dans tester leurs propres limites l'un et l'autre. Mais à un moment donné, ça devient plus vivable pour nous. Et encore hier soir, mais je suis monté dans les tours comme pas possible, parce que j'avais mis les choses au clair juste avant qu'ils rentrent dans la salle de bain, et ils m'avaient dit les deux, oui papa, ce soir on va faire les choses correctement. Et là, mais j'ai explosé, je suis sorti de mes gonds tout simplement. Mais je sais pas, 5 minutes après, enfin, en sortant de mes gonds, j'aurais dit, bon, écoutez, vous allez vous coucher, ce soir il n'y aura pas d'histoire, vous vous démerdez. Mais j'étais furax. Puis je suis revenu, ce que je ne fais jamais, et je leur ai dit, bah, écoutez, en fait, c'est pas une solution.
on va faire l'histoire, parce que l'histoire elle est importante pour vous, puis l'histoire elle est importante pour moi. Mais par contre, maintenant vous n'êtes plus ensemble dans la salle de bain. Et que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, c'est même plus la peine de faire la vie, vous n'êtes plus ensemble dans la salle de bain. Et, et tu vois, c'est ça, si tu veux, ces marches-là, moi, que j'apprends aussi à gravir, de dire, bah, ok, tu as le droit d'être dans la colère, mais tu as le droit aussi de reconnaître derrière que ta colère, elle est juste, mais elle n'a pas besoin d'aller dans quelque chose qui finalement n'a pas de sens pour eux et n'a peut-être pas trop de sens pour moi non plus, si ce n'est d'être débarrassé d'eux plus vite. Et je me dis, c'est pas juste d'être débarrassé d'eux plus vite et qu'ils aillent voler plus vite. Donc, tu vois, c'est de dire, bah oui, dans ces moments-là, bah, je suis assez fier parce que je me dis, bah ouais, ok, tu as exprimé ta colère. Peut-être que c'était trop. Peut-être que la prochaine fois, tu essaieras de faire différemment. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai eu l'impression dans ma petite mesure voilà, progresser. Et c'est dans ça où je me dis, bah, je ne sais pas ce que je leur laisse au résultat. Mais une chose est sûre, c'est que je leur laisse un père qui est présent et je leur laisse un père qui essaye des choses et qui essaye aussi de se remettre en cause. Et à partir de là, je me dis que de toute façon, je ne serai jamais parfait. Et encore que je le sois un jour, pour eux, ce sera mort. Et que ben, j'essaye des choses et puis qu'ils prendront ce qu'ils peuvent prendre. Et l'expérience m'a aussi montré que des fois, c'est pas dans ce qu'on croit qui va blesser que ça blesse effectivement. Et que il y a des petits événements qui, des fois, nous paraissent complètement anodins, qui vont peut-être les brider pour leur vie, mais que ça leur appartient et que ça ne m'appartient pas à moi. Donc, quelque part, c'est aussi de pacifier ça en moi et de me dire, ben oui, ok, tu as aussi le droit d'exprimer ta colère. Il faut juste que ce soit dans quelque chose qui ne soit pas destructeur, ni pour moi, ni pour eux. Et puis qu'à partir de là, ben, ça construit comme ça se construit. Et puis on est sur une sorte de truc où il y a des virages, où ça tourne, ça avance, et puis on ne sait pas. Et puis, ouais, j'ai compris des choses. Ouais, mais j'en ai encore à comprendre aussi. Et puis ce sera comme ça tout le long, parce qu'ils vont grandir, parce qu'ils sont trois, ils ont trois caractères différents, ils auront trois vies différentes, ils auront trois expériences différentes. Et puis que chacun, dans ses évolutions, ils vont me pousser dans mes retranchements, parce qu'ils sont là pour ça. Et puis que je suis là pour ça aussi, à vivre ça. Et puis que bah, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux en étant présent, en étant aimant surtout. Et je crois que c'est le plus important, c'est de leur montrer qu'on les aime, qu'il y a des limites, mais qu'on les aime. Et que même si, j'entends, et que même si des fois, c'est possible aussi de leur dire que tu les aimes, et même quand tu te mets, tu vois, que tu te mets en colère parce que toi, tu as une histoire, tu as des blessures, tu as des limites, enfin, des limitations, des Oui, choses qui viennent te toucher, de te ah, mais piquer, et que, tu peux ok, le dire, ben, des limitations. c'est c'est juste aussi de pouvoir se dire, bah, là, pour moi, c'est insupportable et je me mets en colère. C'est pas parce que je vous aime pas, c'est aussi parce que moi, ça vient toucher un truc qui m'est insupportable et je fais comme je peux avec, quoi. Voilà, C'est-à-dire, et j'ai que pris le bagage, je l'ai déjà un peu réduit, je l'ai ouais, transformé, mais il est toujours là. Il y a toujours la il petite est toujours valise là. avec trois chaussettes dedans, et pour l'instant, eh Exactement. Et ben, pour elle est l'instant, encore là, quoi. hein, et pour l'instant, j'arrive pas à enlever les chaussettes et en plus, elle Mm. pue. Mais voilà. Mais ça n'empêche que je vous aime et que je vous aime profondément et ça n'enlève rien. Et pour autant, c'est un besoin aussi de poser des limites et que eux, ce que je leur explique aussi, qu'ils sont là aussi pour apprendre cette limite et apprendre que cette limite que je leur mets, elle va aussi leur servir. Et que c'est pas mettre des limites pour le plaisir de mettre des limites, c'est que dans toute la société, on revient un peu à ce que je disais au début, euh, ben, la limite, c'est déjà l'autre qui est en face. Et que, à moins de vivre comme un ermite au fond des bois, eh ben, on se heurte à un moment donné à la limite de l'autre. Et même en étant dans les bois, on se heurte à la limite physique
de l'environnement, de l'arbre qui est en face, si on ne veut pas se le prendre, mais aussi du froid, du chaud, des animaux qui sont là, de tout ce qui se passe autour, quoi. Donc la limite, elle est là en permanence. Donc voilà, l'expérimenter fait partie de notre condition humaine. C'est je crois que c'est Franck Laloux qui me disait il y a longtemps, parce que j'avais des discussions avec lui quand j'apprenais les lettres hébraïques et il avait un truc sur la contrainte et il disait normalement c'est parce qu'il y a une contrainte qu'on devient créatif. Mm, Parce qu'on parlait d'artiste et de limitation et qu'un artiste c'est libre, mais non, il disait non, au contraire, c'est quand il y a une contrainte qu'on a un truc qu'on doit s'adapter et que finalement on devient créatif. mm, C'est mm, parce qu'il y a un cadre qu'on peut devenir créatif finalement. mm, Alors, alors peut-être que des fois, il y a des gens qui pourraient penser que non, non, j'ai pas envie de cadre, ça me limite et tout, mais c'est justement là, et dans, même le dans, cadre, dans la oui, pratique. quoi, un peintre, il a un tableau, donc il a une limitation. Et dans cette limitation, ou alors il a des données, par exemple, il a que du rouge ou du jaune ou du vert comme couleur, qu'est-ce qu'il fait? Donc il est limité, mais c'est ce qui lui permet d'être créatif. Parce que si on avait tout qui était ouvert tout le temps et que tout était possible, et ben justement, tout est possible tout le temps. Mm, Donc, hmm, mm. Et le cadre, il est souvent de dire, ben, ce que je vois là, ça ne me convient pas totalement. Moi, je sais que j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans tous les outils que j'ai créés. De dire, ben, en fait, ça, c'est vachement bien, ça, c'est vachement bien, mais par rapport à ce que je suis, c'est soit pas assez, soit trop, soit... Et comment moi, je recrée mon univers, quelque part. Mais cette hmm, contrainte-là et cette limite-là, elle est hyper présente. Et encore que tu ne sois pas limité par l'espace, parce que quand tu parlais du peintre avec sa toile, je voyais mon écran d'ordi quand je commence à dessiner des plans d'architecture, c'est des espaces infinis puisque tu es sur l'ordi. Mais tu n'es pas limité par l'espace, mais finalement tu es limité par l'outil lui-même qui ne te permet pas d'aller à perpète. Il y a toujours cette limite-là. et toi, c'est quoi ta limite du moment? Ma limite du moment, je dirais la plus prégnante depuis un mois et demi, c'est mon sommeil. Euh, où je me rends compte que je vieillis, je rentre dans l'hiver et j'ai besoin de d'étendre cet espace-là pour arriver à être bien moi. Et étonnamment, c'est pas du tout dans le spirituel. Et vraiment, cette limite-là, je me rends compte à quel point en ce moment, elle est très très peu flexible. Et que essayer de la pousser un petit peu, c'est hyper dangereux pour moi. Après, est-ce que j'ai d'autres limites aujourd'hui qui soient vraiment prégnantes, qui me viennent comme ça? Ouais, je dirais encore dans la matière, c'est la nourriture. Où mon hypersensibilité fait que j'ai besoin de retrouver un équilibre dans la nourriture que je n'arrive pas à trouver. Pour moi, c'est une limite qui est bridante aussi aujourd'hui. Donc finalement, j'ai quand même bien travaillé la matière. Des fois, si tu veux te cacher, tu veux dire, ouais, non, il faut que j'aille réfléchir, il faut que j'aille penser à ça, il faut que j'aille me poser. Ben non, en fait, il faut que tu ailles voir la nourriture et puis le sommeil. Mais le sommeil, c'est relativement simple. La nourriture, c'est pour moi un domaine plus compliqué dans l'équilibre, en tout cas. Et on est toujours dans cet axe. Pour moi, il est plus dans ce sens-là, de venir finalement aussi retrouver une paix dans la nourriture, dans l'équilibre. Et ça vient dire beaucoup de choses aussi sur les émotions, sur les excès et sur l'excès
l'excès de, comment je pourrais dire, l'excès de verbe et d'aller retrouver un petit peu plus de justesse, de sobriété et après de le retransposer dans la nourriture. Hmm. Quand j'aime beaucoup, mais je suis pareil dans la nourriture. Et Ça donc me du rappelle coup, quelqu'un. et donc du coup, dans la nourriture, je suis pareil. C'est-à-dire que je ne sais pas manger un petit peu de fromage. Je ne sais pas manger un petit peu de gâteau. Surtout du sucré. Et pour moi, euh, c'est quelque chose où j'ai appris dans l'émotionnel, dans la sensibilité, à travailler cette intensité dans quelque chose qui peut être concentré dans peu de temps et dans peu d'espace. Et pour moi, dans la matière, j'ai encore du mal à le pratiquer. Mais ça vient clairement révéler mon besoin ma blessure d'abandon quelque part. De dire, ben, tu as besoin encore de te donner, de t'apporter de la matière physique pour te reconnaître et pour t'aimer finalement. Et ce passage, il est venu par la spiritualité, mais ma limite du moment, elle est de dire, ben, maintenant, accorde-le toi dans la matière et dans la simplicité de la nourriture et dans apprendre à goûter et à savourer le petit et à pas chercher la puissance dans la quantité, mais dans la qualité. Il y a encore du boulot. J'entends. Ça me parle bien parce que moi, je suis un peu aussi compulsif dans les consommations ou dans les plaisirs. Ça veut dire que, tu vois, si je mange un petit carreau de chocolat pour me faire plaisir, et ben, je vais manger la tablette. Fallait pas que je commence, en fait. Mais c'est juste un carreau de 100 grammes. Les gens ne Oui, comprennent pas ça. mais après, moi, ce qui me vient aussi souvent, parce qu'il y a entre guillemets, j'allais dire que ça, c'est aussi pour moi une norme de vouloir réguler, d'être dans la sobriété. Mais je me dis, quand on étudie un peu l'énéagramme, on voit bien qu'on a des typologies différentes de personnalité, mais on a des typologies d'énergie différentes. Donc, quelqu'un qui va être très instinctif, qui va être très entier totalement, enfin, c'est une question hein, que je me pose, c'est une interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de réguler ou d'accepter que dans cette temporalité-là, dans cette expérience de vie, c'est comme ça? Tu vois, de se dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose à vouloir régler, à vouloir apaiser finalement, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de se dire, ben, j'ai choisi un corps, une énergie, une temporalité qui fait que c'est comme ça, et peut-être que dans une autre incarnation, je vais être, je sais pas, hyper équilibré, hyper dans une sorte de justesse de présence, et puis que dans d'autres, ça va être un excès parce que je suis aussi là pour expérimenter. Donc je me pose toujours la question parce que moi aussi c'est pareil, j'ai quelque chose de très compulsif dans le comportement, mais c'est comme toi, j'aime totalement, mais quand j'aime pas, j'aime pas. Ah Et ben, pareil. il y a pas de milieu en fait. Ouais. C'est, J'ai- c'est, Si tu veux, j'ai pas la réponse globale. J'ai une réponse pour moi. C'est que aujourd'hui, ça fait suffisamment mal physiquement pour me dire, ben, j'ai besoin d'aller vers plus d'équilibre. Et que c'est pas une réponse mentale de me dire, il faut que parce que j'ai décidé d'aller vers l'équilibre. Non, pour moi, pour moi, il n'y a pas ça. Il y a peut-être trop mal au bide. Il faut faire quelque chose. c'est c'est- c'est bassement matériel, mais quelque part, c'est ton corps qui dit, mais là tu vas trop loin. Aujourd'hui, tu vas trop loin. Et tu as
tu as expérimenté plein de choses, mais aujourd'hui, tu peux plus expérimenter de cette manière-là. Donc, trouve une autre solution. Tu t'émerdes comme tu veux. Mais tant que, tant que tu continueras comme ça, moi, je continuerai à te donner des signaux. Il y a un problème. Voilà. Et je ne sais pas si il faut, je ne sais pas si on doit, je ne sais pas si la nature du 9, du 8, du 7 peut être amenée à évoluer. Euh, Toujours est-il que j'aurais tendance à dire cet équilibre et cette douceur et cette justesse que je commence à toucher du doigt dans le côté spirituel, si j'arrive à la transposer dans la matière, ça va me faire beaucoup de bien. Parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup euh, de pouvoir. Alors, je transpose un petit peu, si tu veux, mais le trouver dans la spiritualité. Et, et j'imagine, peut-être que je me trompe, mais que le placer dans la matière fait beaucoup de bien. En tout cas, Mm. sinon, ben, vivement la prochaine vie. Tu sais, celle où tu as dit que en fait, ça allait super bien de ce côté-là. Mm. Frédéric, on va bientôt arrêter l'interview. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que Ah tu as oui. envie de rajouter un petit, je sais pas, quelque chose qui te vient, que tu sens, que tu as envie de partager? Euh, Ce que je voudrais partager, si tu veux, c'est vraiment le travail que je fais en ce moment, euh, sur lequel je partage beaucoup dans mes kangourous. Je parle beaucoup d'argent dans mes kangourous, mais au-delà de ça, je parle d'aller trouver de la paix à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui m'a énormément porté et qui me porte encore beaucoup. C'est non pas d'aller chercher des solutions, mais d'aller chercher une sorte d'équilibre dans tout ce qu'on fait. Je le travaille beaucoup par rapport à l'argent dans les kangourous parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été beaucoup bloquant dans ma vie, sur lequel j'ai dû faire un travail important. Mais aussi, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans tout notre environnement euh, et dans tellement de domaines et qui est tellement violent, qui peut être tellement violent que c'est quelque chose qui, pour moi, est important à aborder. Mais au-delà de ça, c'est pas tant la question de l'argent que euh, l'équilibre qu'on va venir créer dans son rapport à l'argent, mais dans son rapport à l'autre, dans le rapport du masculin au féminin, du féminin au masculin, du rapport du père à son fils, à ses fils, du rapport du fils à son père. Et pour moi, je crois que euh, aller vouloir aller guérir des choses n'est pas forcément le chemin le plus simple. Par contre, pouvoir aller vouloir chercher à mettre de la paix et mettre un équilibre dans une relation, de soi à soi ou de soi à l'autre, hein, ou de soi à un fait. Et ce qui me porte vraiment beaucoup en ce moment, et un chemin, je trouve, beaucoup plus léger à parcourir parce que on arrive à y mettre beaucoup plus facilement du fun et du jeu. Et du coup, c'est une sorte de cercle vertueux où en fait l'évolution est plus simple et plus facile à comprendre, à entreprendre, et du coup, on va plus loin. Voilà. Mm. Voilà. Merci. Merci pour ton authenticité, pour ce partage. Mais merci beaucoup à toi. C'était Merci vraiment Frédéric. un moment chouette. Et ben, merci à toutes les personnes qui suivent ces interviews.
Donc, si vous aimez, n'hésitez pas, likez-les, Un petit partagez-les, pouce. mettez des Petit petits pouce. pouces et des petits cœurs, des petits commentaires, n'hésitez pas. Partagez surtout parce que je crois que ces vibrations que tu transmets, elles sont hyper importantes et elles sont hyper porteuses. Et pour en avoir vu quelques-unes, alors j'ai pas la prétention d'avoir tout vu, mais vraiment toutes les interviews que j'ai pu voir, je trouve que c'est tellement aussi transformateur pour celui qui la regarde d'arriver aussi à s'identifier et à comprendre des choses et à un moment donné de pouvoir dire ah oui, ah mais je comprends et d'avoir un retour, je trouve que c'est vraiment magique Mm, et c'est pour ça que plus vous partagez, plus aussi ça réveille et ça éveille le monde pour mm. tous ceux qui sont autour de vous, hommes, femmes et bon, sans distinction. Merci Frédéric. Merci Et à toi. c'est un peu aussi pour ça que je le fais, parce que j'ai compris qu'en fait, souvent, il y a des vidéos où on veut t'enseigner quelque chose, on veut t'éduquer, te montrer une technique ou te donner de l'information. Alors simplement, moi, depuis toujours, j'adore les biographies en Mm, lecture et je me rends compte que ce qui me fait le plus bouger, c'est d'apprendre de quelqu'un. Et que là, d'avoir un témoignage, un vrai témoignage de vie, et ben d'un coup, ça résonne et puis ça ouvre une fenêtre sur le monde que je ne peux pas voir parce que moi, je vois la vie de mon filtre. mm, Et quand j'entends un témoignage sur un autre filtre, une autre vision du monde, automatiquement, ça enrichit ma vision. Même que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est de me dire, ah oui, lui, il vit ça comme ça. Bah tiens, je l'avais pas vu, j'avais pas pensé, je je n'avais pas savais pas faire intégré. ça. Mm, Et je trouve ça énorme, en fait. mm, mm. Plus j'en fais, plus je me rends compte que, eh ben ouais, ça ouvre un espace sur une autre vision. Et finalement, ben, c'est aussi ça qui change le monde, quoi. Super. Je partage. Bon, merci, Frédéric. Ben, merci à toi Euh, et bon visionnage à tous. ouais. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. À bientôt, Au bye. revoir.